L'emprise conjugale, quand le conflit n'en est plus un. Bonjour et bienvenue dans Parenthèse au barreau, le podcast qui explore les coulisses humaines du métier d'avocat et des dossiers judiciaires. Je suis Barbara Parra, psychologue spécialisée en expertise psychologique. Dans ce podcast, je reçois des avocats pour parler de leur métier, des situations humaines qu'ils rencontrent dans leurs dossiers et de ce qui se joue, parfois de manière invisible, dans les conflits qui arrivent devant la justice. Ensemble, nous croisons les regards du droit et de la psychologie pour mieux comprendre les réalités humaines qui arrivent devant les tribunaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Frédérique Marombourg, avocate, droit de la famille, médiatrice et coach. Ensemble, nous allons parler d'un sujet particulièrement sensible, l'emprise conjugale et les difficultés qu'elle pose devant la justice. Pourquoi certaines personnes restent-elles pendant des années dans une relation où elles souffrent sans réussir à partir? Avant de commencer cet échange, peut-être quelques mots pour expliquer ce que l'on appelle l'emprise. En psychologie, l'emprise correspond à une dynamique relationnelle dans laquelle une personne exerce progressivement un contrôle psychologique sur une autre. Ce contrôle peut passer par différents mécanismes: l'isolement, la culpabilisation, l'inversion de responsabilité ou encore la dévalorisation progressive. Avec le temps, la victime peut perdre confiance en ses perceptions, en son jugement, et parfois même en sa capacité à agir. C'est ce qui explique pourquoi ces situations sont souvent très difficiles à identifier et à quitter. Eh bien, bonjour Frédéric. Merci Bonjour Barbara. d'accepter de prendre la parole dans cette parenthèse. Je suis ravie de démarrer ce podcast avec toi aujourd'hui. Est-ce que... Merci de m'accueillir en tout cas. euh, Merci. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc moi je suis Frédérique Bourg Marron. J'ai 56 ans pour tout vous dire. Je suis avocate depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai commencé à exercer professionnellement à partir de 2010 parce que préalablement j'ai exercé le métier, je dirais, de mère au foyer. J'ai élevé mes trois enfants qui ont maintenant 23, 25 et 27 ans. Voilà. Ensuite, j'ai connu les modes amiables en 2018, d'où mon orientation aujourd'hui, qui m'ont particulièrement, on va dire, modifié ma manière de travailler. C'est pour ça que j'ai souhaité poursuivre dans cette voie. Et en 2025, j'ai obtenu une certification de médiateur et j'ai poursuivi dans la foulée par une formation en processus collaboratif. Voilà. Et je continue de toute façon à me former sur ces différents outils parce que je souhaite exercer maintenant essentiellement à l'amiable. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer en droit de la famille plus particulièrement? En droit de la famille particulièrement, il y a plusieurs raisons. D'abord, une histoire personnelle. Euh, j'ai été enfant de parents qui étaient très en conflit toute leur vie, qui ont fini par divorcer d'ailleurs, mais ça a duré 5 ans. Et donc il y avait un besoin de comprendre, un besoin de réparation. Voilà, on ne choisit pas en général son métier par hasard. Ensuite, c'est mes clients aussi, tout simplement, parce que j'étais généraliste et que finalement, généraliste, c'est difficile d'y rester. On est quand même nécessairement obligé de se spécialiser pour être compétent. Le droit, ça part dans tous les sens et à un moment, on ne peut pas être bon partout. Donc, mes clients m'ont amené à faire du droit de la famille. Et puis également, je dirais une compétence transversale, parce que avant d'exercer le métier d'avocat, j'avais une formation notariale. J'ai obtenu un diplôme du notariat, si bien que j'avais une vision assez transversale et intégrale des problématiques familiales, avec on va dire un aspect technique qui est souvent difficile à appréhender pour l'avocat, qui est la liquidation de communauté, liquidation de succession, etc. C'est assez complexe. Donc j'avais cette chance, donc je l'ai mise à profit. Voilà. Un beau socle, mais tu as poursuivi ensuite et tu t'es formée pour devenir médiatrice et coach, en plus Oui, d'avocate. alors oui, oui, bah, c'est un chemin de vie professionnelle. Alors je précise quand même à ce stade, parce que je pense que les mots, c'est important pour pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit de ceux qui vont nous écouter. Je ne suis pas coach professionnel, hein. Alors je n'ai pas dit que je ne le ferai pas parce que c'est un parcours qui est très enrichissant et qui me pousse, qui me booste. Je suis surtout
on va dire, dans l'accompagnement des familles. Je me suis formée à différents outils, dont la PNL, la communication non violente, et je me forme à la coparentalité pour pouvoir accompagner toutes les facettes des difficultés que traversent les familles dans le cadre des séparations. Mais je ne suis pas au sens propre coach. Voilà, ça c'est important de le préciser. Donc la question c'était comment, ce que ça a changé, c'est ça, dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans ta manière d'accompagner les conflits? Bah, très clairement, ça a tout changé en fait. Mais vraiment, vraiment. D'abord, ça m'a permis de, comment dirais-je, d'inverser mon approche dans la relation client. C'est-à-dire que avant, j'abordais la relation par, on va dire, avec le filtre d'avocat et de l'outil juridique. Maintenant, je m'intéresse d'abord aux émotions, aux besoins des clients. Le droit, finalement, il est là, je le sais, il est dans ma poche, ça fait des années que je le pratique. Je viens mettre cette dernière couche juridique à la fin. Mais en soi, c'est pas ce que vient chercher le client. D'abord, il a un problème. Quand ils viennent nous voir, ils sont pas dans leur état normal. Les clients, ils sont mal. Donc, c'est indispensable d'aborder la relation par les émotions et les besoins. Et le résultat vient ensuite. Ça m'a permis également de changer ma posture, parce que finalement, comme je le disais, en enlevant ce filtre, ça m'a donné une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, et du coup une posture pour moi plus basse, plus équilibrée, donc je dirais, pour employer un mot à la mode, plus aligné, mais ça veut surtout dire pour moi que c'était plus paisible. Je n'aimais pas cette posture du sachant par rapport à celui qui vient finalement dans une situation un petit peu d'infériorité ou de faiblesse, du moins en termes de compétences. Donc là, je me sens beaucoup plus à l'aise dans cette posture-là. Et ce que ça a changé aussi, c'est en fait quelque chose auquel on ne pense pas forcément au départ, mais qu'est-ce qui nous pousse dans notre combat d'avocat? Et donc ça a changé pour moi les énergies que je mets à la défense de mon client. Dans un métier d'avocat, vous entendrez régulièrement parler de combat, de guerre, de bataille. Ça, c'est les mots habituellement employés. Donc derrière, il y a les énergies de haine, de, de colère, la vengeance, enfin tout ça, voilà, le défenseur, le chevalier. Bon. Mais finalement, travailler autrement en mettant plus de paix, de sérénité, d'altérité et je dirais même de joie dans la manière de travailler, ça a clairement changé tout pour moi. Donc c'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Après, c'est aussi, j'ai une autre offre de service, hein, puisque comme j'accompagne les gens en amont, pendant et également après, grâce au coaching, ça permet d'avoir une ouverture, une amplitude de travail. Je travaille mes dossiers plus longtemps, c'est-à-dire je reçois plus longuement les clients, finalement. On a moins besoin de se voir après, mais je les reçois longuement lors du premier entretien. Ça dure bien 1 heure et demie. Je travaille essentiellement en visio parce qu'avec les modes modernes de communication, finalement, ça a simplifié les relations et les gens sont très à l'aise de travailler à distance. Et également, je dirais que je travaille avec moins de dossiers, mais des dossiers où je me sens plus en phase avec les valeurs du client. Donc, je choisis clairement mes dossiers, oui. Donc, cette posture, elle a tout changé. Elle a tout changé. Effectivement, effectivement, c'est merveilleux. Aujourd'hui, donc, tu as choisi de t'exprimer sur l'emprise conjugale. Vaste Ah sujet. ouais. Ouais, c'est un sujet lourd, un sujet Lourd, difficile. Oui, c'est ouais, c'est un difficile. sujet difficile. Par rapport à comment dirais-je, à la compétence de médiateur, ça m'a permis, je dirais, dans cette situation d'emprise, d'avoir un- je travaille les dossiers de manière, on va dire, chirurgicale sur la manière d'appréhender les problématiques du client. Et l'emprise, on ne peut pas parler d'emprise sans la définir, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais finalement, il y a quand même beaucoup de choses derrière, et je pense qu'il est important de définir ce terme. Parce que quand il y a emprise, il y a prise. Il y a un endroit, là où il y a prise, ce qui fait prise, donc quelque chose qui accroche, hein. Donc, quand on parle d'emprise, on parle de relations, de couples qui sont souvent toxiques, où il y a une relation qui est déséquilibrée, souvent un parent plus sain que l'autre. Je dis pas qu'il y a un parent complètement sain, parce qu'il y a des interactions en fait, mais il y a surtout ce déséquilibre, cette asymétrie, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un point important de l'emprise. En fait, l'emprise, c'est une appropriation. Ce qu'il faut comprendre,
C'est que la personne qui est sous emprise, le travail de l'emprise se fait à bas bruit, se fait dans la durée de la relation, se fait dans le silence et surtout dans l'invisibilité puisqu'on touche à l'intime. On parle d'emprise dans des relations toxiques, mais avec violence physique. Et là, l'emprise, elle est évidente, puisqu'il y a relation physique et la personne, il y a violence physique, pardon, et la personne reste. Mais quand il n'y a pas de violence physique et que l'emprise est exclusivement psychologique, c'est quand même une violence conjugale. Il faut le dire, il faut la nommer. C'est extrêmement important que ce mécanisme soit décortiqué à la base. Alors, comment il fonctionne? C'est une appropriation, donc je l'ai dit, une mainmise. Alors, je dis souvent, j'aime bien employer cette expression, c'est donner les clés du camion à quelqu'un, donner les clés de sa vie, en fait. Vous donnez les clés de votre vie à votre partenaire en disant, ben, en fait, mène ma vie pour moi, parce que finalement, moi, je ne me sens pas tellement capable de le faire, et j'ai confiance en toi, je sais que tu vas m'amener au bon endroit. Alors ça, dans une relation saine, ça pose pas de difficulté parce qu'il y a un équilibre qui s'instaure de par l'affection, l'amour, etc. Mais quand c'est une relation déséquilibrée, donc toxique, ça devient un grand danger. Il y a une entreprise de domination qui s'instaure assez rapidement dans le couple et qui va progressivement, et comme je l'ai dit à bas bruit, tout doucement, détruire l'identité de l'autre. Alors, je vais vous donner des exemples, c'est des choses qui, prises isolément, peuvent paraître complètement banales, mais en fait, quand on les additionne, quand on les accumule et qu'on en a une vision plus large, on se rend compte de la destruction sur la personnalité de l'individu. Donc, ce sont des remarques systématiques, des moqueries, des sarcasmes, des rabaissements, souvent en public, tu es trop ceci, tu es trop cela, qui vont venir progressivement faire perdre confiance à la personne. Elle va commencer à perdre tout ce qui est le soi, c'est-à-dire l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Euh, L'autre va vous accuser, en plus de ça, de manquer d'humour quand il se moque de vous, parce que non seulement il appuie là où ça fait mal, mais en plus, c'est vous qui n'êtes pas drôle. Mais lui, il sait être drôle. Vous voyez, donc c'est véritablement, oui, c'est ce qu'on appelle de la perversion, hein. Même si ce terme n'est pas reconnu au niveau du DSM aujourd'hui, on parle vraiment, et je parle de perversion narcissique. Il faut employer les mots au bon endroit, et je pense que là, c'est le bon endroit. Donc c'est un piège qui se referme progressivement sur la personne qui va finir par la faire douter complètement de tout, de ses propres perceptions. Elle va analyser, en fait, elle va s'analyser à partir du regard de l'autre. Donc ses pensées, comment dirais-je, euh, tout ce qu'elle va faire, elle va le faire passer par le prisme du regard de l'autre parce qu'elle a complètement intériorisé le regard de l'autre. C'est terrible parce que ça prend des années après à déconstruire. Donc, ma pratique de médiatrice et les outils de la CNV, qui est un très bel outil de connaissance de soi, me permettent d'essayer de faire passer à travers ce filtre toutes les situations factuelles que je vois pour essayer de déterminer quelles sont les situations d'emprise et ne me pas m'orienter derrière vers une mauvaise procédure pour le client ou la cliente. Alors vous m'entendrez souvent dire là, c'est vrai que la plupart du temps, les situations d'emprise, je suis désolée de le dire, mais sont souvent, il y a des emprises sur les hommes, mais c'est quand même encore souvent sur les femmes à cause du patriarcat qui est encore très marqué dans nos sociétés. Donc l'objectif, bien sûr, Je c'est crois de que c'est reconnaître les 80%. indices, les signaux à travers le récit. Je crois que c'est 80% de femmes et 20% d'hommes Eh qui bien, peuvent. merci de le préciser. Je ne le savais pas, Barbara, c'est effarant. Hmm. Oui, c'est effarant. Donc, tu nous expliques bien comment apparaissent ces situations d'emprise. À partir de quel moment tu penses que l'on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple conflit de couple, mais que c'est effectivement un mécanisme d'emprise qui s'est mis en place de façon insidieuse euh, dans le temps? Donc, à partir de quel moment on fait la distinction? Alors, c'est souvent, bon, déjà, comme je le disais, il y a le récit de vie, parce que les premiers mots employés, la manière dont la personne va élaborer son discours et raconter sa vie, c'est important. Mais il y a quand même des signaux qui ne trompent pas. Bon, toujours être vigilant, je dis bien toujours, toujours être vigilant, mais quand même des signaux récurrents. Donc, la symétrie, c'est-à-dire dans un conflit, il y a une symétrie dans la relation. D'accord? Donc, une écoute mutuelle,
Les relations humaines sont placées quand même sur un même plan. On peut être en colère, mais on peut s'engueuler, comme je dis souvent, on peut s'engueuler avec respect. Là, on est sur des relations qui ne sont pas équivalentes. Les deux personnes n'existent pas au même niveau dans la relation. Il y a une part de responsabilité qui est reconnue dans le conflit. Dans l'emprise, il y a une asymétrie, je dis bien asymétrie, complètement radicale. Il y a une personne qui inverse constamment la responsabilité, une personne qui se présente comme victime la plupart du temps. Elle cherche aussi à discréditer l'autre. Donc dans l'emprise, il n'y a pas ce respect des besoins et des émotions de l'autre. Dans le conflit, les émotions, elles sont nommées, elles sont respectées. Bah, t'es en colère, je suis triste, je suis amère, j'ai ressenti ça. Enfin voilà, enfin, dans l'emprise, dans l'emprise, il y a une empathie, une compassion et une affection naturelle qui sont liées à l'équilibre de la relation. Dans l'emprise, il n'y a ni compassion, ni empathie, ni affection. Il faut bien le reconnaître et le nommer, ça aussi. Dans l'emprise, il y a également, je dirais, une disqualification psychologique d'un parent sur l'autre, donc d'un conjoint ou d'un partenaire sur l'autre. Donc, il va dire, elle est instable, elle est dépressive, elle affabule, elle ment, elle exagère. Alors, au pire, j'ai entendu, elle est folle, elle est alcoolique, c'est une mauvaise mère, elle est violente. Enfin, voilà. Les mots ont leur résonance, hein. Donc, ils ont un impact important sur la victime, sur la personne qui les entend, qui les reçoit, mais également sur l'entourage judiciaire. Et c'est bien là le problème. Il y a également, quand je comprends que c'est pas simplement un conflit, c'est quand je vois justement l'impact du récit, l'impact de la vie racontée sur la victime elle-même. Et à plusieurs niveaux. D'abord, sa santé psychique, parce que souvent elle est en dépression. Il faut quand même se rendre compte que une personne qui sort d'une emprise, elle y sort pas d'abord facilement, le moins qu'on puisse dire, mais la plupart du temps, elle est en burn-out. Un burn-out, pour le coup, qui est conjugal, parental. Hein, donc là, vraiment, il faut là aussi nommer les choses, c'est important. Il y a aussi une dégradation physique. Souvent, les personnes qui passent dans mon cabinet, je m'étais fait cette réflexion il y a quelques années, je me dis c'est quand même bizarre ou pas de chance, ils sont tous malades. En fait, c'est normal. Maintenant, j'ai réalisé que c'était pas une coïncidence. La plupart des gens qui viennent dans des situations extrêmement complexes sont malades physiquement, c'est-à-dire que les émotions traversent le corps. Donc, il y a des pathologies qu'on peut, notamment j'ai plus le nom de cette maladie, ça va me revenir, qui justement est recensée comme maladie aujourd'hui mais qui avant, jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, l'OMS ne la reconnaissait pas. Enfin, en tout cas, il y a des pathologies qu'on reconnaît. Il y a aussi une chose, c'est que le fait pour la victime de réaliser la dynamique de domination relationnelle dans laquelle elle s'est inscrite pendant autant d'années, donc nos dynamique de domination affective, économique, euh, la conscience de cette nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'elle, en fait, elle a complètement, elle s'est trompée en fait. Elle s'est trompée. L'image qu'elle avait de sa propre vie, le regard qu'elle portait sur sa vie, n'était pas le bon regard. C'est totalement destructeur de prendre conscience de ça. Donc, quand la personne réalise ça, que finalement la personne qu'elle croyait aimer, la personne avec qui elle a partagé sa vie, c'est le père de ses enfants, bah, cette personne était en même temps capable de lui faire énormément de mal. Ça crée une dissociation, je ne sais pas si je parle sous votre contrôle, Barbara, de dissonance cognitive. Enfin, en tout cas, il y a cette problématique de maintenant, je ne peux plus me faire confiance finalement parce que je me suis fait confiance pendant tellement de temps pour choisir l'essence même et l'axe principal de ma vie et je me suis trompée. Donc, c'est totalement destructeur. Donc, voilà, ça c'est un point important, il me semble, à préciser. Il y a également souvent ce qui permet de distinguer le conflit de l'emprise, c'est quand le conflit finalement déborde. Il déborde du simple conflit conjugal. Au-delà, il va atteindre la famille dans son ensemble. Parfois, il peut y avoir une rupture de lien avec un enfant, voire tous les enfants de la fratrie. Ça, c'est un indice vraiment très important. Après, il y a d'autres indices. Bon, je mets pas il n'y a pas de hiérarchie, mais je dirais que le dernier que je viens d'aborder est un indice très précieux. Et ensuite, il y a la multiplication des procédures aussi, qu'on peut retrouver assez souvent.
Il y a un parent qui va multiplier les procédures pour emporter, on va dire, la conviction du juge, essayer d'instrumentaliser l'outil judiciaire et pas que, tous les acteurs qui tournent autour, les acteurs sociaux. Ou l'inverse, ça j'ai pu le noter aussi, c'est-à-dire plus rien faire. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura plus de procédure alors, là où on l'attendait. Ça aussi, c'est une forme de pression psychologique. Il laisse l'autre à son sort, indifférence totale. Il initie un amiable. Donc imaginez bien le décalage entre le réel, le vécu, et l'impossibilité de faire rentrer ce dossier en amiable. Donc il y a une indifférence vis-à-vis de la situation de la victime qui, pour elle, est vécue comme une pression psychologique supplémentaire. Voilà, ça, voilà. C'est-à-dire que l'ignorance, c'est la troisième forme de violence. C'est Donc, violent. il va sur cette troisième forme de violence, au-delà de Et- la... Exactement. Et je rajouterais que comme la personne qui est dans ce mauvais rôle, on va dire, on les nomme comme ça, il y a la personne toxique, la personne saine, mais la personne qui est dans cette posture, dans ce rôle, il ne faut pas oublier que son principal objectif, c'est son image Oui. et payer le moins possible. Ça, on le retrouve systématiquement dans toutes les procédures avec ce type de profil. Donc, résultat, euh, le fait de ne pas agir en justice, d'initier et de ne plus rien faire, lui laisse le prestige de son image, de son charisme, parce que ce qu'il montre à l'extérieur, c'est ça la plupart du temps. Ce sont des gens qui sont extrêmement populaires, qui ont un charisme, qui sont rieur, enjoué, etc. Et donc, on ne peut pas imaginer que cette personne soit méchante et agisse contre cette pauvre personne qui est déjà en dépression. Donc, ça leur laisse tout gain de cause. En fait, c'est fabuleux. Stratégiquement, c'est merveilleux. Donc ces personnes, elles sont, si on doit les nommer, les personnes toxiques, elles sont quand même dans le DSM. On parle de troubles de la personnalité narcissique. Oui, alors, vu par le DSM sous cet angle, oui. Trouble de la personnalité narcissique. Oui, c'est une pathologie. Oui, clairement, clairement. Parlons procédure. D'après toi, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire comprendre aux juges dans ce genre de dossier? Waouh, il y en a des choses difficiles à faire comprendre aux choses. Et pourtant, je dirais, je vais quand même être positive, ça évolue. Ça évolue dans le bon sens. Dans notre profession et sociétalement d'ailleurs, je trouve qu'il y a eu des vraies prises de conscience. Mais alors, ce qui est plus difficile à faire comprendre, c'est que justement, l'emprise, c'est un concept. Il n'est pas clairement défini en droit. Les magistrats, d'ailleurs, ils lui préfèrent souvent les qualifications de harcèlement moral, violence conjugale, abus de faiblesse, de mémoire, ouais, je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est son invisibilité qui pose difficulté quand on n'est pas dans des violences physiques. Parce que physiquement, bien évidemment, on va se retrouver avec des examens médicaux, il y a le COVA qui va être saisi, donc après, voilà, voilà, c'est visible. Donc il y a emprise, elle est restée parce qu'elle était sous l'emprise physique et psychologique de quelqu'un. Mais il y a tellement de nuances dans l'emprise que dès lors qu'on sort des violences physiques, et heureusement on ne le trouve pas dans tous les cas, dans tous les dossiers, c'est beaucoup plus subtil. Alors je veux pas faire ça serait intéressant d'ailleurs d'aller fouiller le sujet. Je ne me suis pas encore amusée à faire une hiérarchie sociale des moyens utilisés par les différents types de profils de pervers narcissiques, mais je dirais qu'il y a quand même, c'est pas caricatural, hein, c'est ce que je note un peu aujourd'hui au fil de l'eau, les milieux, on va dire, plus défavorisés culturellement, au niveau éducatif, etc., vont plus facilement exprimer la violence par la violence physique. Et dans les milieux dits éduqués, avec des études supérieures, etc., il n'y aura pas de violence physique, il y aura plus des violences psychologiques parce que c'est plus subtil et ça correspond plus à l'image que veut donner le pervers narcissique. Il Ça va peut- taper sur sa femme, mais autrement, en fait. Oui, tout à Voilà. fait. Donc ça, j'ai pu le noter. Donc je parlais de l'invisibilité. Donc ce qui est difficile, effectivement, c'est d'objectiver le phénomène de l'emprise pour le juge. Là, il va falloir remettre, on va dire ça dans un cadre très précis. Pour lui, il va avoir besoin de preuves matérielles, de faits précis, d'événements datés, des témoignages, des expertises psychologiques. Ça, c'est hyper important dans les situations d'emprise. Pas que ça, mais vraiment dans les situations d'emprise, c'est ce qui fait ce. Et j'y viendrai sur l'exemple que je donnerai tout à l'heure. Il y a un cas où, voilà, qui m'a énormément marqué à ce niveau-là. Donc la preuve, elle repose sur une accumulation de comportements diffus, puisque bah, parfois c'est invisible de l'extérieur. Donc ça, c'est
C'est compliqué. Et ensuite aussi, la problématique que j'ai pu noter, c'est qu'il y a quand même une preuve qui est facilement contestée ou contestable, d'où l'importance, là aussi on y reviendra, du rapport d'enquête psychologique. Parce qu'il y a souvent des débats d'experts. Il n'y a pas, mais comme souvent en matière médicale et pas qu'en matière psychologique, il y a souvent des points de vue différents. Donc il faut vraiment se référer à vos cadres, aux normes, à ce qui existe et revenir toujours, 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 là aussi, à ces cadres très précis qui vont énormément aider dans la lecture et rassurer le juge. Alors, ce qui peut être aussi difficile pour le juge, c'est la position de la victime elle-même. Ça, j'ai pu le noter. Souvent, elle est ambivalente. Elle Mhm. n'est pas toujours très claire, parce que d'abord, quand on quitte quelqu'un, et en plus, après de longues années, ça peut être une... enfin, c'est pas ça peut être, c'est un deuil, c'est compliqué, il y a des retours en arrière, comme dans la phase du deuil, hein, c'est pas linéaire. Donc, il y a des reprises de contact, il y a par moment la personne qui va défendre le parent toxique, elle va même parfois tenter de se remettre avec lui ou minimiser les faits. Enfin, donc cette ambivalence laisse le juge un peu pantois parce que le discours lui paraît incohérent, et c'est légitime. Donc, c'est juste qu'il faut lui faire comprendre, là encore, que ce n'est qu'un symptôme de Oui. l'emprise. Ensuite, ce qu'il faut faire comprendre au juge, c'est, alors là, on rentre dans des éléments un peu, oui, c'est bien sûr, le juge n'est pas formé à la psychologie, l'avocat non plus d'ailleurs à la base, on peut le regretter, c'est que je fais Oui, une on peut pas. parenthèse, mais c'est vrai que les avocats ne sont pas formés à la psychologie dans la formation initiale. Moi, je me suis formée, pourquoi? Parce que j'ai adoré faire de la psychologie depuis toujours. C'est droit au psycho chez moi, mais dans les années 80, faire de la psychologie, c'était pas très tendance chez moi. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai eu une appétence particulière pour la psychologie, tout simplement. Mais la dynamique relationnelle réelle qui se joue, ça, c'est important de la faire comprendre au juge parce qu'on est dans un temps judiciaire restreint, on n'a pas le temps de partir dans tous les sens, il faut être hyper clair, hyper précis, lui faire comprendre la crédibilité des récits qui sont parfois, enfin, souvent opposés, pour qu'il finisse par comprendre que on est dans une domination psychologique, on n'est pas dans un conflit conjugal classique. Voilà. Donc là, on va rentrer dans la systémie. euh, et ça a son importance parce que qu'est-ce qui se passe sinon, si le juge ne comprend pas bien? Ben, il va y avoir un risque de confusion entre conflit conjugal et emprise réelle, et donc un risque d'erreur judiciaire. L'erreur judiciaire, elle existe autant en civil qu'en pénal. Et c'est pour la victime la double peine. Parce que non seulement elle va avoir vécu une emprise, elle va en justice parce qu'elle a envie et besoin, là, important, ce point est très important, la victime a besoin à un moment donné d'entendre, d'être reconnue dans son statut de victime pour pouvoir se reconstruire. Donc si l'avocat amène mal le dossier, qu'il est mal lu, parce que si le juge lit mal, souvent c'est parce que l'avocat n'aura pas bien fait son boulot en amont, il faut être très honnête. Donc, si l'avocat n'a pas la bonne lecture de la situation du client, il va mal traduire voilà, le décryptage, ça sera pas bon, il y aura un mauvais aiguillage. Le juge ne fera que reproduire ce qu'il entend, ce qu'il voit ou ce qu'il perçoit. Et résultat, le jugement va enfermer une seconde fois la personne dans sa situation comment dirais-je, de victime, mais surtout de personne qui va se sentir une autre fois trahie par le pervers qui leur a abîmé toute son existence, ou du moins une longue partie de son existence, et elle ne sera pas reconnue, cette emprise, par le juge. Donc c'est subtil, hein, c'est subtil, c'est pas simple. Et ça peut avoir un impact lourd, notamment lorsqu'il y a des enfants qui vont être des victimes collatérales. Qu'est-ce que tu en Ah penses oui. de la place de l'enfant? Ah, ben, par rapport à l'enfant, Oui. Et quels sont les enjeux les plus sensibles pour eux dans ce genre de procédure? oh, c'est énorme. C'est énorme parce que on va dire qu'un enfant qui grandit dans... Enfin, quand je dis énorme, ce que je veux dire par là, c'est que tout se joue pendant l'enfance. Et c'est à la psychologue que je m'adresse. Vous le savez, les premières années sont fondamentales dans la construction d'un petit individu. Et donc, quand l'enfant est placé au cœur d'une situation d'emprise, par un couple qui est toxique, donc un parent plus que l'autre, mais donc dans une dynamique et donc dans une asymétrie, l'enfant ne sera pas à sa place. D'accord?
Donc l'enfant, il va pas être à sa place d'enfant, il va pas rester neutre. Donc c'est ça la principale problématique, c'est que il va souffrir et pendant son enfance de cette situation, parce qu'on va lui attribuer des rôles, des places qui ne sont pas les siennes. Mais des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que la personne victime, à un moment, elle va être tellement mal qu'elle va parfois besoin de se raccrocher à son enfant. Elle va avoir besoin d'être apaisée. Peut-être que l'enfant va avoir besoin, va combler un manque affectif. Et de l'autre côté, c'est l'inverse aussi. On va tomber dans des... Bon, c'est un peu, on va dire, caricatural, mais c'est le cas. On va tomber dans de l'instrumentalisation de l'enfant, de l'aliénation parentale, de la parentification, où l'enfant va venir apaiser des souffrances, combler donc le vide d'affection, protéger le parent toxique. Il va aussi servir de messager, de courroie de transmission. Enfin, on va retrouver toutes ces dynamiques et l'enfant va pas pouvoir. C'est une éponge, l'enfant. Il absorbe tout, il perçoit tout. Ce qui est dit, ce qui est vu, ce qui est tu, il perçoit tout. Donc, c'est très compliqué. Donc, voilà, dans ces moments-là, j'essaye de guider mes clients vers de la coparentalité respectueuse, réussie. Il y a quand même des parents qui y arrivent, ou du moins. On va dire qu'il y a, je dirais, il y a deux choses. Il y a, dans ces cas-là, guider la personne saine ou le parent sous emprise, on peut l'appeler comme ça, la victime, dans un devoir de vigilance, donc de ce qu'il doit faire ou pas faire. C'est pas là qu'il va falloir prouver, c'est pas à ses enfants du moins. Il faut se taire, il faut profil bas, attendre. C'est dur, hein. C'est dur, c'est ingrat, c'est lent, c'est invisible. Mais la posture est déterminante du parent sain parce que sinon on rentre dans un piège rhétorique avec comment dirais-je, une problématique d'avoir à en découdre systématiquement. Donc, il ne faut pas répondre aux mails de l'autre, il ne faut pas répondre à ses SMS, il ne faut pas répondre à ses attaques, même quand elles ne sont pas visibles. Mais quand nous, en revanche, on a perçu qu'il y avait une attaque derrière ce qui est... Parce qu'on sent la personne sous emprise, elle connaît tellement l'autre, elle connaît tellement ses mécanismes qu'elle les voit. Elle aurait envie de dire, voyez ce que je vois, mais non, il faut taire. Et ça, c'est dur. Donc la coparentalité, ensuite, oui, parfois elle est faisable, on peut les guider vers ça. Avec un accompagnement, une convention spécifique. Donc, je dirais que les trois clés de la coparentalité réussie pour que l'enfant soit au bon endroit et les parents aussi, c'est une coopération, une communication transparente et une confiance réciproque. Mais voilà, donc là, ça c'est l'idéal, hein, je vous le dis bien, c'est vraiment pas, voire assez rare que j'arrive à le mettre en place dans les situations d'emprise. Mm. C'est compliqué, je suis Ouais, sûre. c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent le plus humainement dans ce type de dossier sur l'emprise conjugale que tu voudrais partager ou des choses que tu penses que le grand public a du mal à comprendre dans ces situations qui mériteraient d'être un peu précisées? Ouais. Oui, 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 oui. Moi, ce qui me marque quand même, c'est toujours la grande souffrance Parce que déjà, il y a la peine. La peine de devoir partir, la peine de devoir quitter, avec tous les sentiments qu'il peut y avoir avec, la culpabilité, la honte, voilà. Mais là, il y a une souffrance qui se rajoute parce que l'emprise, elle se manifeste en deux temps. Elle se manifeste pendant, bien sûr, mais elle est structurée. Et elle se manifeste à la sortie de la relation de manière, je dirais, déstructurée. Le lien toxique existe même après la séparation, c'est ce qu'il faut retenir. Et vraiment, si je devais mettre le doigt et préciser quelque chose, c'est ça. Ce qui me marque, c'est la grande souffrance des personnes qui continuent malgré la séparation, en dépit d'une procédure engagée, à souffrir et, euh, et ce sentiment de solitude qu'il y a bien souvent dans, dans l'après. Alors, je ne dis pas il y a pas des structures existantes, hein, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à diriger ces personnes vers vers les associations, vers les structures existantes. Il y a des numéros de téléphone aujourd'hui qui existent, il y a pas mal de plateformes. Sur Internet, on trouve toutes ces informations, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment de solitude. Ce que je note aussi humainement, c'est
Et là encore, guider les personnes vers l'accompagnement parce qu'il y a il y a une nécessité d'un suivi thérapeutique individuel. Ce que je note aussi, c'est les dégâts. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les dégâts sur les enfants et à l'âge adulte après, parce que ce que j'ai pas précisé, mais c'est ça quand même un derrière qu'il faut voir, c'est que la construction de l'enfant, bah, ça, tout ça, ça va déraper sur la construction de leur identité. On va se retrouver face à des adultes qui vont avoir peu confiance en eux, qui vont être dans des problématiques d'anxiété chronique, avoir des difficultés relationnelles, dans le couple, des problématiques de lien d'attachement. Euh, et très souvent, ils vont se diriger eux aussi vers des personnes toxiques parce que la personne qu'ils ont connue comme parent, bah, c'est le premier parent au monde, leur mère ou leur père. Donc, ils vont reproduire exactement la même chose en se dirigeant vers une personne. C'est rassurant, on va vers ce que l'on connaît. Après, Mais c'est il existe d'autres... Pardon? sa normalité. Sa normalité. Voilà, sa normalité. Donc ça, oui, c'est les gros dégâts. On les voit pas tout de suite, mais humainement, moi, je les vois pour les avoir perçus, puis les avoir rencontrés sur des problématiques d'enfants aujourd'hui beaucoup plus grands et qui sont dans ces schémas-là. Je me dis, mais voilà, il faut... alors, je dis il faut, non, parce qu'il faut, oui, il y a qu'à faucon, mais c'est impossible de... On peut pas forcément partir. La personne, elle est dans une situation compliquée, mais idéalement, il est important de partir quand les enfants sont petits. Oui. Vraiment, parce qu'ils peuvent se construire avec un autre regard que quand ils sont construits et phagocytés et complètement ficelés dans une relation construite petit à petit sur le dos de l'autre parent. Et voilà, quand le parent déconstruit l'autre petit à petit dans le couple pour se faire valoir, cautionne, enfin se fait cautionner dans son rôle de parent ou de père par le regard de ses enfants qui, du coup, bah, va dévaloriser celui de la mère. Enfin, voilà, c'est des schémas qu'on retrouve. Hein. Ça, voilà, c'est pas un cas par hasard, c'est des schémas qu'on retrouve très souvent. Et puis, ce que je noterai également, c'est la porosité de ces situations, donc de situations qui arrivent en cabinet, sur les autres acteurs, c'est-à-dire le médecin traitant, la crèche, les écoles principalement. Après, il y a la CAF, mais c'est des échanges un peu plus indirects. Mais principalement, les acteurs qui sont dans le premier cercle, là, il y a une vraie porosité aujourd'hui. C'est compliqué d'ailleurs pour que chacun puisse remplir sa mission parfaitement. Oui, tout à fait. Mm. C'est passionnant tout ça, Frédéric. Ah, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Je sais qu'une heure, c'est court, mais Il y a beaucoup à dire, mais on pourra sans aucun souci faire d'autres épisodes sur ce sujet-là ou des sujets connexes. Est-ce que tu parlais tout à l'heure d'un exemple que tu voulais nous partager? Est-ce que tu voudrais nous oui, partager un exemple tout en respectant la confidentialité? bien sûr. Bien sûr, je ne donnerai pas le nom du client. Alors, c'est un dossier que j'ai eu il y a quelques années. C'était au début de ma pratique. Je me rappellerai toujours du client qui arrivait en me disant, bon, je- deux enfants, de mémoire, ils avaient 4 et 6 ans, petite fille, petit garçon. Et il arrive dans mon cabinet, bon, transpirant, assez défait, en me disant, voilà, je me suis séparée de ma femme, on est ensemble depuis qu'on était jeunes. Voilà ce qu'elle me fait. Bon, hein, je lui dis, bon, ouh, ça va être compliqué. Je lui dis, c'est sûr, hein, on va pas pouvoir faire de l'amiable là, c'est évident. Mais je n'imaginais pas en lui disant ça que ça allait être aussi long. J'ai eu dans ce dossier, alors j'étais bon, pas au début de mon exercice, mais je dirais ça faisait quand même pas très longtemps que j'exerçais, 3 4 ans, et j'avais pas forcément vu des situations d'emprise. Alors là, c'était le cas de figure, il y avait tout. J'ai eu tout dans ce dossier. D'abord, le mutisme du client pendant l'essentiel de toute la procédure, parce que ça a duré 4 ans quand même. Hein. Le client, il disait quasiment rien. Donc c'est vrai que on avait tendance à faire focus sur lui, à se dire, mais il n'est pas victime, lui, en fait. Il est complice de tout, en fait. C'est lui l'auteur. Là, enfin, sa femme nous a tout fait. Donc, elle a changé 5 fois d'avocat. Donc, ça, c'est déjà un signe, hein, l'instrumentalisation du juge, mais de l'avocat aussi. Quand on change une fois d'avocat, je dirais jusque-là, ça reste assez normal, parce que, bon, on peut, voilà, je dirais pas qu'on est interchangeable, mais le client, il a le droit, si à un moment, s'estime mal, on va dire, guidé ou accompagné, de changer d'avocat. Mais quand on a 5 avocats différents en 4 ans, on a eu du JAF avec plusieurs types de procédures. On a eu du juge pour enfants, puisqu'elle a réussi à faire saisir du juge des enfants. J'ai eu un appel, j'ai eu des incidents sur la procédure de fond et j'ai eu un pénal. Voilà, tous en 4 ans avec le même client. Et
Ce qui a fait la différence, donc là, bien sûr, hein, je vous dis, on a eu l'instrumentalisation du juge, on a eu l'instrumentalisation des tiers, on a eu la dépression, puisque mon client était en dépression, il prenait des médicaments. Donc là, la partie adverse, donc sa femme l'a accusé d'alcoolisme, alors que cet homme ne buvait pas au final, hein. Mais donc, il a été obligé de faire des examens. Mais de fil en aiguille, oui, quand la caméra s'oriente vers une personne comme ça, on se dit, ah, elle a dit qu'il était alcoolique. Quelque part, préjugé, oblige, parce que nous fonctionnons, hélas, tous souvent avec des préjugés. On se dit, mais il est sûrement alcoolique, donc il passe des examens. Tiens, c'est bizarre, les examens ne révèlent pas d'alcool. Il a dû tricher. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. Elle avait réussi à me faire avoir une perception différente, un regard différent sur mon propre client. Donc, je ne savais plus, je marchais sur des œufs avec le client. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le rapport d'enquête. Parce que cette femme, elle avait tellement manipulé ses gamins, notamment sa petite fille, et via le médecin traitant, puisqu'en fait, elle avait amené chez le médecin traitant en accusant le père d'inceste. Donc, la médecin étant une femme, imaginez bien qu'elle n'a pas laissé les choses en l'état. Alors, elle a essayé d'écouter la gamine qui avait 6 ans. Mais même moi qui connaissais le médecin, je lui dis, mais non, mais vous vous rendez bien compte qu'en fait, c'est un discours qui est traduit par les paroles, enfin, c'est la traduction des paroles de la mère. C'est pas possible qu'à 6 ans, la gamine, elle dise ça. Puis moi, du coup, je regardais mon client différemment après. Enfin, c'était atroce ce dossier. Et pour autant, s'il l'avait fait, il l'avait fait, et puis il fallait qu'il soit défendu quand même. Mais ce qui s'est passé, c'est que le rapport d'enquête psychologique donc de la cliente, il y a eu le rapport d'enquête sociale, a démontré qu'elle avait créé un syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire qu'elle avait provoqué des maladies à sa gamine de par la pression psychologique qu'elle mettait sur elle. Au départ, la gamine, elle est très bien. À force de l'amener chez le psychologue disant, ah ben non, elle a rien, votre fille, elle va très bien, la petite s'est mise à aller mal parce qu'elle était angoissée qu'on lui cherche quelque chose. Et donc, elle s'est servie de ça, elle s'est servie de ça, elle s'est servie de ça, la mère, jusqu'au moment où le coup près est tombé et où le rapport a révélé que c'était elle qui était perverse. Là, je peux vous assurer que ça a été pour elle, ça a été la douche froide, hein. Elle s'y attendait pas, elle avait tellement manipulé tout le monde, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Les choses sont revenues dans leur juste place. Mais ça m'a marqué comme dossier parce que je me suis rendu compte de comment on pouvait arriver à se faire manipuler par le client. Si on n'a pas la formation, si on n'a pas le bon filtre, la bonne lecture des mécanismes, ça demande des années d'expérience de toute façon, hein. Je ne dis pas que les avocats médiateurs sont mieux formés que les autres, mais en revanche, ça leur donne quand même une grille de lecture supplémentaire. Si on a traversé une situation difficile, complexe, encore plus. Et après, sinon, de toute façon, les années d'expérience vous aident à vous former à cette lecture-là. Il y a un exemple où justement c'est l'homme qui est la victime. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que mon homme est mon homme. Oui, mon homme, puisque je fais essentiellement des divorces de femmes. Et oui, ce pauvre homme, il a été victime. Il n'osait pas parler, en fait. Il était complètement euh, Victoire. anéanti. Oui. Parce qu'elle avait réussi à lui enlever toute dignité, en fait. Et pourtant, il y avait quelque chose qui le tenait, c'est qu'il continuait ses formations, il continuait à évoluer au sein de sa société. Et avec le recul, je me dis, c'est admirable, quel courage il a eu, parce qu'il aurait pu tomber au plus bas, hein, pendant cette période. Ouais. Il tenait bon pour ses gosses. Ça, c'est souvent le cas d'ailleurs. Hmm. Intéressant. Si tu avais un dernier message à donner, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui penserait éventuellement être sous emprise? Quelqu'un qui avait le doute. Ben déjà, la première chose, c'est parler. Mais je sais que c'est compliqué par rapport au regard que le tiers va porter sur soi. Donc, parler à un ami, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix parce que justement, il y a ce changement de regard après. Donc, parler à un professionnel. Parler à un professionnel, oser se rapprocher d'un professionnel, voire plusieurs, parce que parfois c'est dur d'entendre la première version, on n'y croit pas, donc on en fait plusieurs, mais c'est pas grave. Et si les discussions amènent à la même conclusion, c'est qu'après, il va falloir se poser des questions. Il y a aussi les ateliers de groupe qui sont bien. Moi, je les conseille en CNV parce que la CNV, c'est au-delà d'être un outil de communication et d'amélioration des relations, de lecture, de grille de lecture dans le cadre d'une médiation, c'est aussi un outil de connaissance de soi et qui permet d'avoir un autre regard sur ce qu'est une relation normale et apaisée dans un couple. Voilà, parce que normalement, il faut le rappeler,
Dans un couple, ça doit être sain. Alors la vie, bien sûr, fait que parfois on peut s'engueuler, mais comme je le disais tout à l'heure, on peut s'engueuler avec respect. Donc les ateliers de groupe, les regards croisés dans ces ateliers, les retours d'expérience permettent justement par l'effet de miroir, permettent à la personne de voir en fait jusqu'où elle se situe. Est-ce que c'est normal, pas normal? Et puis ensuite, bah, si vraiment elle fait le constat qu'elle est sous emprise, il faut se ménager des preuves, voir un avocat spécialisé en droit de la famille, anticiper sa stratégie de départ. Et ça, c'est hyper important de le retenir parce que pourquoi un avocat spécialisé et un avocat formé à cela? Parce que il faut retenir vraiment que c'est au stade des mesures provisoires que va se déterminer l'avenir du dossier. Si il est mal orienté, mal traduit, mal aiguillé à ce stade, là, le devoir de secours qui est fixé au stade des mesures provisoires, je parle d'un divorce, va se traduire en prestations compensatoires à l'issue dans le cas des mesures accessoires. Et donc finalement, il ne sera que la traduction de ce qui a été fixé à un moment donné. Donc c'est vraiment très important l'orientation qu'on donne dès le départ. C'est pareil pour la résidence des enfants. La résidence qui est octroyée au début, bah, elle sera largement entérinée par la suite. Pareil pour la répartition des charges. Et dans un couple, non, c'est pas 50-50 la répartition des charges. C'est à proportion des facultés respectives de chacun des époux. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des critères qu'il faut mettre en avant et pas dire, oh, ben, ils sont mariés. C'est, même si, même mariés sous la communauté, je veux dire, c'est pas 50-50. Ça dépend des ressources de chacun. Donc, surtout, comme je le disais tout à l'heure, ne rien dévoiler, se taire, ne rien dire de ce qu'on a l'intention de demander. Donc ça, c'est le point de vigilance. Euh, et puis, bah, pour les enfants, oui, ça je vous l'ai dit, partir quand ils sont petits, c'est le mieux. Mais bon, voilà, ça c'est encore, c'est un vœu pieux, hein, mais idéalement, c'est vrai. C'est qu'il faut Oui, se oui, faire c'est aider bien. quand ils sont petits. Après, quand même, hein, c'est important. C'est Oui. important. Et Mm. puis aussi, ne pas hésiter, ça c'est important de retenez-le pour les victimes, de porter plainte contre les violences psychologiques, parce que les tribunaux sont de plus en plus sensibles à ça. Il y a un délit désormais de violence psychologique au sein du couple, c'est l'article 222-33 2.1 du Code pénal. Donc c'est des propos ou des comportements répétés qui ont pour vocation des dégradations des conditions de vie ou qui se traduisent par une altération de la santé physique ou mentale de la personne. Voilà, donc c'est quand même des critères qui ne sont pas trop enfermants. Et voilà, donc ça c'est important. N'hésitez pas à porter plainte parce que c'est ce qui peut permettre de faire la différence dans un dossier, avoir osé porter plainte ou pas. Et puis, je dirais aussi, bah, pour finir là-dessus, la reconstruction est possible, elle est lente, elle est difficile, c'est pas un parcours voilà, c'est plutôt un parcours du combattant avec des remises en question régulières, mais elle est possible. Et retenez que vous n'appartenez à personne et vous méritez le meilleur. Voilà. Bien. Liberté. Voilà. Ça va être bon pour moi. Un immense merci, Ah, Frédéric. merci à toi, Barbara, à vous. Je pense que c'est très éclairant pour les personnes qui vont nous écouter sur un sujet aussi sensible que ça, mais qui concerne Mm. beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Beaucoup, beaucoup de personnes, surtout des gens de notre génération finalement. C'est possible. Ouais, ouais, parce que on est juste On petite a- parenthèse là-dessus, mais c'est vrai que je l'observe pas mal sur les femmes de la cinquantaine qui ont fait des études. Oui, On a ces deux schémas, des femmes au foyer encore, et de la femme qui a fait ses études longues et qui doit donc prouver quelque chose à elle-même, à la société, ou peut-être au schéma éducatif duquel elle est issue. Mais c'est compliqué parce que si la femme a changé, depuis les années 60, c'est pas très vieux hein, finalement. En 65, on était bancarisé seulement, il n'y a pas très longtemps. Eh bien, le patriarcat, lui, il existe toujours, hein. Il est toujours très puissant. Mm. toujours. Bon, mais nous y arriverons. Nous militons. Nous y arriverons. Avant qu'on s'arrête, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur ton actualité ou quelque chose à nous dire sur comment on peut rentrer en contact avec toi? N'hésite pas, on mettra. Oui, alors ben, alors ce que je peux dire, ben, c'est tout frais sur l'actualité. Ça vient de sortir ces jours-ci, puisque avec une collègue médiatrice et coach
qui s'appelle Corinne Chosmy. Nous sommes en train de créer dans le cadre de l'accompagnement que j'ai créé, enfin j'ai fondé un accompagnement qui s'appelle Mare et Pierre. Donc le site c'est Mare, pas Marie, hein, mareetpierre.com. Donc c'est justement un accompagnement pour les femmes qui ont traversé des périodes de séparation, de divorce très complexes et qui ont besoin déjà d'une part de comprendre ce qui leur est arrivé, d'apprendre, si possible, à ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc, on a un accompagnement qui est très tourné psychologie, mais pas que, puisque c'est un accompagnement qui est intégral, intégratif, avec du psychocorporel, puisque parallèlement à cela, dans le cadre comment dirais-je, des lois Macron, j'ai pu, comme beaucoup d'autres confrères d'ailleurs, développer une activité connexe et accessoire. Et donc, je fais justement du coaching en santé intégrative. Et c'est dans le cadre de cet accompagnement de Marie-Pierre en santé intégrative qui se passe en Corse du Sud. Et là, c'est du 2 au 6 octobre que nous accueillons des femmes qui ont traversé ces difficultés pour leur faire comprendre ce qui s'est passé, comme je le disais, et aussi pour remettre de la joie dans tout ça. Parce que le but, c'est de rire, de réapprendre à rire et à s'amuser. D'accord. Comme les ateliers Voilà. yoga du rire, par exemple. Comment? Oui, le yoga du rire, il y a du rire, il y a de l'aquayoga, il y a de la micronutrition, parce que quand on traverse une période de dépression, il y a tous les neurotransmetteurs qui fonctionnent mal. Et donc, voilà, donc là, je me suis formée pendant 3 ans à la micronutrition, c'est un de mes dadas. Et donc, il y a énormément de micronutrition, il y a voilà, tout un accompagnement très complet. Et voilà, donc je suis très, très heureuse de présenter ça avec Corinne Chosmy, du 2 au 6 octobre. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Merci infiniment, Frédéric. Merci beaucoup, Barbara. Merci Et beaucoup. j'espère à un autre épisode plus tard sur ce même Au podcast. plaisir, quand tu veux. Avant de conclure cet épisode, peut-être ajoutons quelques mots du point de vue psychologique. Si vous vous reconnaissez dans certaines situations évoquées aujourd'hui, il est important de savoir que ce que vous ressentez n'est pas anodin. Les relations sous emprise peuvent donner l'impression d'être piégées, de ne plus savoir à qui se fier, ou même de douter de sa propre perception des choses. C'est ce que l'on appelle parfois un processus de déstabilisation, qui s'installe progressivement. On évoque parfois dans ces situations des traits que l'on retrouve dans certains dysfonctionnements décrits dans le DSM-5, notamment ce que l'on appelle le trouble de la personnalité narcissique. L'idée, bien sûr, n'est pas de poser des étiquettes, mais de comprendre certains mécanismes. Besoin de contrôle, dévalorisation, inversion des responsabilités, perte de repères chez l'autre. Et c'est précisément ce qui rend ces situations si difficiles à identifier et à quitter. Dans ces moments-là, le regard extérieur est essentiel. Parler à un proche, à un professionnel, à un avocat ou à une structure d'aide permet souvent de reprendre appui sur une réalité plus stable. Comprendre les mécanismes de l'emprise, c'est déjà une première étape pour reprendre confiance dans son ressenti et commencer à sortir de l'isolement. Et surtout, rappeler que ces situations doivent être prises au sérieux. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode des ressources, un guide, ainsi que des formations autour de l'expertise psychologique appliquée au droit, pour mieux comprendre, objectiver et faire reconnaître ces situations. Si cet épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner au podcast Parenthèse au barreau, à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de continuer à donner la parole à celles et ceux qui éclairent les coulisses humaines de la justice. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse au barreau.